Salut à tous les amis, bienvenue pour ce troisième épisode d'Inside Hill Climb, la seule émission 100% course de côte. Vous le savez, vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux. On se retrouve ce soir avec un plateau 100% années 80. Je vais faire le tour de mes invités dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous le rappelle, l'ensemble des émissions précédemment réalisées sont à retrouver sur la page Inside Hill Climb sur Facebook et sur YouTube. N'oubliez pas que les deux supports sont déployés. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble des vidéos sur le groupe des mordus de la course de côte de l'ami Marco, que je salue. Plateau spécial années 80 ce soir, vous l'avez vu sur Facebook il y a quelques jours de ça. Je voulais justement en profiter pour réaliser une émission sur laquelle on avait la possibilité de revenir sur cette période qui était, je pense, une des plus fastes de la course de côte. On va demander justement à nos invités ce soir si la course de côte c'était mieux avant ou pas, ils nous le diront. Et on en profitera pour revenir un petit peu sur la carrière de mes trois invités. Et puis, c'est une émission un petit peu spéciale également pour moi, vous l'avez compris en voyant l'affiche sur Facebook, puisque j'ai l'honneur de recevoir ce soir quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est aussi grâce à lui que j'ai découvert la course de côte. Il s'agit de mon père, Christian Barré. Salut papa. Ça va mon fils? Ça va et toi? Bon, ça va, t'es bien installé? T'es prêt? Ça va. Bon, super. Et puis, je me suis dit, quitte à faire une émission années 80 et à te rendre hommage, papa, ça pouvait être sympa d'inviter quelques-uns de tes copains de course de l'époque pour parler de cette époque-là. On accueille notamment quelqu'un qui a beaucoup roulé en voiture fermée pendant les années 80-90, qui a terminé sa carrière en monoplace. On va revenir avec lui là-dessus. Il s'agit de Claude Pain. Salut Claude. Salut Pierre. Bon, j'espère que tu vas bien également. Et puis, on accueille pour le coup un grand nom de la course de côte, champion de France de la montagne deuxième division notamment. C'était en 1988, vainqueur de la Coupe de France de la montagne en 2007. Il s'agit d'Henri Néel. Salut Henri. Salut, bonjour. Bon, merci à tous les trois d'être à nos côtés. Je pense que ça fait plaisir à tous les fans de course de côte qui vont nous regarder. Ma première question que je voudrais vous poser, je la pose à tous mes invités. Comment s'est passé pour vous ces 2 mois de confinement, Claude? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant ces 2 mois? Disons que j'ai travaillé un petit peu à la maison, j'ai fait un peu de peinture, j'ai arrangé un petit peu certains trucs. Après, télévision, ordinateur, essayer de mettre tous les calendriers à jour, voilà. Ouais, il fallait bien faire passer le temps. Pour le coup, il n'y avait pas grand-chose. C'est assez compliqué. On va dire que ça a été très long et c'est encore pas fini puisqu'on n'en est qu'à la phase 2. Bien sûr. Donc, on a encore un petit peu de temps devant nous pour reprendre la compétition. Donc, voilà. Bien sûr. Et justement, tu parles de compétition, on en reparlera tout à l'heure parce que toi, tu as poursuivi la compétition, pas dans le même sport. On en reparlera tout à l'heure. Mais tu as une activité, toi aussi, qui est bien chargée. Henri, comment ça s'est passé pour toi, le confinement? Le confinement, on a eu beaucoup de chance, on a eu un super temps et ce qui fait qu'on a fait beaucoup de jardins à l'extérieur. Voilà. Bon, ok. Tous les abords. On a eu beaucoup de travail, on en a profité, quoi. Et puis, on a été gâtés par le temps, en plus. Ça a été parfait. Bon, ça va. Du coup, au final, on s'en sort bien. Voilà, c'est vrai. Ouais. Et puis, avec le temps qu'on a eu, ça a mieux passé, quoi. Voilà. Oui, forcément. Si en plus, tu te retrouves bloqué avec un mauvais temps, c'est pas marrant, quoi. À l'intérieur de la maison, ça aurait été moins bien. C'est clair. Tu m'étonnes. Là, ça nous a permis, nous, d'être dehors tout le temps et c'était formidable, quoi. Bon, c'est cool. Ouais. Papa, comment ça s'est passé pour toi le confinement? Moi, ils m'ont dit de rien faire, j'ai rien fait. J'ai surveillé la pelouse, dès que ça montait un peu, paf, j'ai coupé. Mais non, mais c'est sûr que comme il dit Henri, on est des privilégiés parce on est dehors, on a du terrain, on est quand même bien. Ça s'est bien passé quand même. Ouais, c'est plus simple d'être confiné à la maison que d'être confiné dans un petit espace. Ça, c'est certain. C'est sûr. Bon, en tout cas, je suis ravi, moi, de vous avoir à mes côtés ce soir. Bien sûr, comme nous le disent nos invités, les amis, restez prudents, parce que c'est pas parce que le confinement a pris fin qu'il faut, je dirais, ne pas rester prudent. Bien évidemment, le virus n'étant pas endigué, on va attendre un petit peu, même si on l'a vu récemment sur Internet, les bonnes nouvelles commencent à arriver côté sport automobile et côté course de côte. Papa, ne perds pas tes écouteurs, parce qu'on va commencer
avec toi cette interview. Ah là Donc, là. il faut que tu Bon. sois, il faut que tu sois Attends. bien connecté. Voilà, dis pas de bêtises. Hein. J'espère que Non, bah, tu me tu connais. es prêt. Bah oui, Tu me c'est connais. justement pour ça que je me permets, tu vois. Bon, on va revenir sur ta carrière, papa, parce qu'il faut le dire aussi en toute honnêteté. C'est vrai que tu es peut-être un petit peu moins connu en tant que pilote que Claude et que Henri. Toi, tu as démarré donc en sport automobile dans les années 70. Explique-nous comment tu es arrivé au sport automobile, parce que c'est vrai que dans notre famille, avant toi, on n'était pas forcément une famille de sport automobile. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en sport auto, en rallye, en course de côte? Dis-nous tout. Ah ben, tout petit, déjà, on habitait dans la Lozère. Et une fois, il y a eu le rallye des Tulipes qui est passé. En pleine nuit, ça m'avait marqué et tout. Et puis, je suis toujours resté là-dessus. Après, j'ai travaillé dans un garage à Amiens où il y avait Crépin, qui était copain avec Nussbaumer. Donc, euh, on s'est mis un peu dans la course, quoi. Ah ouais, ok, Voilà. je vois. Et donc, tu as démarré dans les années 70. C'était quoi ta première voiture déjà? Rappelle-nous. Ah, ma première voiture, c'était une Fournier Marcadier, un coupé Barzeuil que j'avais acheté pendant que j'étais à l'armée, sans sous. J'avais un copain qui m'avait prêté un peu de sous. Mon patron qui m'avait fait confiance, il m'avait donné des sous. Et puis, donc, une fois sorti de l'armée en 70, donc j'ai travaillé pendant un an pour payer la bagnole. Et on a commencé à faire des courses. J'ai fait un slalom avec la Fournier. Après, j'ai fait une course de côte, Elbeuf ou un truc comme ça. Je ne sais plus, Tancarville ou des trucs qui m'ont marqué là où on était chez nous. Et puis, voilà, après j'ai fait beaucoup d'assistance à mon deuxième patron, Givelet. On a fait le Tour Auto, on a fait la Coupe des Alpes, on a fait tous des trucs comme ça. Après, donc, moi, je suis passé après la Fournier, je suis passé à la R8, une R8 que j'avais acheté à un copain, c'est une ancienne voiture de chez Alpine. Donc, on faisait des rallyes, des courses de côte, le Touquet, le Tour de l'Aisne, le rallye de Picardie. Après, je suis passé à la Rallye 2, forcément, les trucs normaux. Rallye 2, 3 ans. Après, en 76-17, j'ai acheté une Commodore GSE. Et T'en as là, eu deux, je crois, hein, c'est ça? les deux, ouais, une que j'ai refait, la première que j'ai sortie dans un petit rallye. Et après, donc, on en a refait une, de A à Z, entièrement. On est allé chercher les pièces en Allemagne, en tout. On avait fait tout le top. Et là, on a commencé la saga avec Feuillet et Rossi. C'était une époque merveilleuse. Moi, j'étais toujours derrière, forcément. Et puis, il y avait plein de trucs. On avait fait le moteur, on avait tout fait. Le moteur, la boîte, le pont, on avait tout fait, tout ce qu'il fallait faire. Et on était toujours derrière. Et puis, un coup, j'étais au sport d'hiver. C'était une anecdote comme ça parce que ça m'a marqué. Et puis, j'ai dit, bon, ben, t'es un mauvais. Il y a tout. La voiture, il y a tout. Ça marche pas. Et mon comptable, à l'époque, qui me suivait en course, il me dit, de son plein truc, il est allé porter la voiture à Abbeville chez Simon, qui venait d'avoir un bon de puissance. Et ils se sont aperçus que la voiture, il n'y avait même pas la puissance de ce que d'origine elle devait donner. Tu vois. Donc il me le passe au téléphone, hein, il me dit j'ai plus que les pressions d'essence à vérifier. J'ai dit bon, mais c'est pas grave, ça je l'ai fait. Il y a 3 barres, il n'y a aucun problème et tout. Et il l'a passé au banc et il y avait 3 barres au démarrage. Et dès qu'il accélérait, il passait à 1,5, 0,6. Donc on a changé la pompe. Et là, ça a été l'auto. Du jour au lendemain, ça a été merveilleux. Et j'ai réussi à les rentrer. Feuillet et Rossi, à la course de côte, je ne sais plus où c'était là. J'ai réussi à les rentrer tous les deux. Voilà, C'était donc, pas à Soissons, non? Il n'y avait pas ah une. non, 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 c'était pas à Soissons, c'était dans la Loire, je ne sais plus, le départ. Le départ était en descente.
Le départ était en descente. Et puis, donc, j'avais réussi à les sauter. Après, avec la Commodore, bon, on faisait un peu de rallye. Toujours le Touquet, le Picardie, le Tour de l'Aisne. On a fait des trucs. Après, j'ai commencé à faire le Mont d'Or. Avec la Commodore, on a commencé. On voulait faire des courses avec des grands. On avait été faire dans l'Est. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, bref. On est allé faire des courses de côte un peu partout. Et puis, on est allé au Mont d'Or. On était fameux mythique Mont d'Or. Et là, c'était un truc fabuleux parce qu'il y avait 300 engagés. C'était un truc magnifique. Et puis, c'est à partir de là que tu te spécialises vraiment dans la course de côte. Enfin, après, tu ne reviens plus en rallye, je crois. Hein. Non, pas forcément, non. Pas forcément. Ouais. Je continue avec du rallye parce qu'après l'épisode de Commodore, on passe à entre deux, je divorce. Et on redémarre avec une. Non, avant, j'avais eu un Sirocco. J'avais fait le Mont d'Or aussi. J'ai fait le Mont d'Or avec toutes les voitures, d'ailleurs. Et après, j'ai passé avec ta mère. Donc, on a dit, on va faire de la course au top 0. Quoi. On a pris sa Golf. J'ai mis 4 amortisseurs, 4 pneus dans un truc, une tente. Et on est parti comme ça faire Mont d'Or, au Cantal, Châtel et tout. Enfin, ça n'existe plus, ça c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. C'était à l'époque de rank, tout ça. C'était, mais enfin, bon, ça restait honorable. Ça restait honorable quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, on est passé, j'ai un copain qui avait une Formule Renault. Et c'est là qu'on a commencé à essayer de faire un championnat parce que je disais toujours, il se passera ce qui se passera, mais un jour, je ferai un championnat de France. On n'a jamais réussi à faire d'ailleurs. Et là, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Hein, tu sais, ouais, non, mais c'est pas ça. On a démarré avec une Formule Renault. Voilà, donc j'allais t'en parler. Donc là, on est en 84. Je crois que tu achètes cette voiture. Ouais, 84. Et pourquoi la Formule Renault, justement? Pourquoi pas une F3? Pourquoi pas autre chose? Ah ben, c'était tout bête. C'est parce que j'avais un copain qui avait une Reynald Guillaume, qui était un très bon pilote. Il voulait faire le volant et tout le truc. Et il avait des problèmes de famille. Il était obligé de déplacer. Et j'ai repris sa voiture, j'ai revendu une R30 ou un truc comme ça, là, je ne sais plus. Et il est parti. Moi, je me suis retrouvé avec la Formule Renault. Et je dis, bon, ben, on va y aller. Surtout que les formules, c'est un truc que j'ai toujours aimé parce qu'au début, j'étais fan de Lafitte, Prost, Beltoise, enfin, tout le tintin. Donc, on démarre avec la Formule Renault. On fait toutes les côtes du coin. Dans l'ouest, dans l'est, Mont d'Or, au Cantal, Châtel, enfin tout le maximum de. On faisait à peu près 15, entre 10 et 15 courses par saison. Et là, ça commence la saga, c'est là où on a fait des erreurs. C'est qu'on passe, on fait une année avec la Formule Renault et on passe directement à une RALT. La F2 en 1600. En 1600. Voilà. Là, ça a été, 85. Ouais. 85, ça a été, c'était un moteur de merde. Ça partait au moment où tu voulais pas, ou enfin un tas de trucs. On avait été faire. L'émission n'est pas censurée, hein, je précise. Il n'y a pas de voilà. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Henri pour la première fois. C'était à Belbeuf ou un truc comme ça peut-être. C'est possible. Oui. Ouais. Et puis donc après. On voulait faire. Le problème, c'est qu'on voulait faire que des courses du championnat de France. Tu vois, au lieu des petites courses à côté, ça ne nous intéressait pas trop. Et ma femme, elle était de Fécamp. Et puis un jour, elle voulait à tout prix qu'on aille faire une course régionale. Et on a été faire la course régionale de Fécamp. Et là, je gagne. Alors, tu vois, on était super contents et tout, bordel et tout. Du coup, on part faire le championnat, on s'en va directement en plus. On va faire en plus et là, on a commencé. C'était la galère, hein, ce moteur. J'ai jamais réussi à comprendre comment il marchait. Ça partait à 5000, ça arrêtait à 6005. Tu vois, c'était un truc. Et en plus, je me rappelle, on avait roulé toute la nuit.
On arrive là-bas, je ne connaissais pas, je n'avais jamais fait. Pas de voiture pour reconnaître. Donc, je dis, bon, on va reconnaître à la première montée d'essai. J'ai eu les drapeaux bleus pendant 2 kilomètres parce que je ne savais pas où c'était l'arrivée, parce que ça finit, on traverse les maisons, puis après ça finit sur le plateau, et ça finit dans les bois et tout. Mais c'est vachement long, quoi, tu vois. J'avais eu les drapeaux bleus et tout. Je ne savais même pas où c'était l'arrivée. Bon. Du coup, c'était pas la meilleure auto que tu as eue. Top, mais c'était marrant, quoi. Bah oui, c'est sûr. Donc alors, après, on finit la saison. Voilà, et en 86, tu rachètes donc la marche de Patrice Lenormand, la 812H. Ouais, enfin, on explose le moteur de la Ralt au Ouest de Treffort, juste devant Christian, qui était content d'ailleurs de lui avoir graissé un petit peu son pare-brise. Et donc après, on passe à la marche. Voilà. La marche. Donc là, c'est ta vraie première F2 en 2 litres. En 2 litres. Voilà. Parle-nous un petit peu de cette voiture avec laquelle tu es resté 3 saisons. On en reparlera un petit peu après. Mais parle-nous de cette voiture. Pourquoi tu achètes cette auto et pas une Martini comme à l'époque ça se faisait dans quel contexte ça se fait? Ça se fait qu'on a connu Patrice Lenormand et puis il vendait sa voiture, une F2. À l'époque, c'était l'équipe Merlin Pneus, tout le staff, là, tu vois. On a fait le salon avant de démarrer avec, on avait fait le salon de la voiture de course avec Patrice, avec Merlin. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais ça a été trop vite, si tu veux. On avait passé la Formule Renault, la 1600, la F2, qui était une auto fabuleuse. Les premières courses que j'ai fait avec la F2, quand on est allé sur le circuit, c'était impressionnant. Tu avais les yeux qui avaient du mal à suivre, quoi, tu vois. C'était un truc magnifique. La première année, bon, on se débrouillait pas trop mal. On était un peu devant les protos, mais on était toujours le dernier des bons, quoi. Puis le premier des moins bons. De toute façon, à chaque course, tu avais Tarès, Debias, Bocard, Beuvray, Arbeit, Henry. Il y avait déjà, le classement était déjà pratiquement fait, quoi, tu vois. Il y avait du lourd, ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, déjà, il fallait y être. C'est déjà pas mal d'y avoir été. Donc... Là, c'était encore une deuxième erreur qu'on a fait. Au lieu de faire les épreuves du championnat de France, on aurait dû faire les épreuves nationales qui n'étaient pas au calendrier. Comme ça, il y avait moins de monde. Et en plus, les organisateurs des épreuves nationales, ils nous donnaient des sous. Et puis, on avait des primes d'arrivée un peu plus importantes. Et oui, c'est sûr, c'est pas la même époque. Mais bon, après, écoute, ça fait partie du jeu. Alors, c'est fait, de toute façon. Voilà, exactement. Cette voiture, du coup, tu vas la garder jusqu'en 88, puisqu'en 88, tu vas être victime d'une grosse sortie de piste à la course de d'Embrun-les-Ors. Comment ça se passe là, à ce moment-là, dans ta tête? Est-ce que tu te dis que, je sais pas, qu'il faut arrêter? Est-ce que tu penses à acheter une nouvelle auto? À quoi tu penses à ce moment-là, toi? À ce moment-là, je pensais repartir avec, parce qu'elle était pulvérisée, la voiture. Enfin, si, on avait récupéré le moteur, d'ailleurs, que j'avais prêté à Henri pour finir son championnat pour être en deuxième division. Hein, c'est ça, Henri? Ouais. Hein, tu avais les dernières courses, tu l'avais fait avec mon moteur. Ouais. Et puis, pourquoi je voulais repartir sur une F3, peut-être, tu vois, mais bon, c'est une histoire de budget, de trucs. Donc, à l'époque, on était sponsorisé par Taxicoli. Taxicoli, il nous dit on continue. On va le faire même un peu plus grand sur toute la France. Donc, on avait envisagé de racheter une F2 pour récupérer le moteur et la boîte. Et Christian, il s'est occupé de nous trouver cette fameuse AGS. Voilà. C'est pour ça qu'on a redémarré avec une AGS en Formule 2. Alors, quand tu parles de Christian, Debias, hein, on va le préciser pour les gens qui regardent l'émission et qui n'ont pas l'info. Alors, justement, tu parlais de Taxicoli, parce que tu as porté les couleurs de Taxicoli pendant une grosse partie de ta carrière. Et quand tu vas acheter l'AGS, donc tu vas quitter un petit peu le giron de Taxicoli et tu vas rejoindre le giron de Liquimoli. Je crois qu'il y a une anecdote sympa. Comment tu t'es retrouvé là-dedans avec le sponsor de Liquimoli, tu peux nous raconter? Ça, c'est des grands moments
d'abord, ce que je voudrais dire, dans la course de côte, il y a eu des gens très importants, des gens comme Patrice Merlin, Merlin Pneu, Guts, Licky Moly, tu vois, tous des trucs comme ça. Et Guts, il m'avait dit, bon, on te paiera si on va te mettre des autocollants Licky Moly, et si tu as une photo dans l'échappement, t'auras une prime. Donc, on a mis les autocollants, on était fiers, hein, parce que ça faisait partie des Kimoli quand on retournait chez nous. Pareil que les autocollants du Mont d'Or. Hein, la première année où on mettait les autocollants du Mont d'Or, on était vachement fiers de faire voir à tout le monde. Et là, donc, on décore la voiture à l'Écumoli et on la prend en photo, on la met dans l'échappement, dans une annonce pour la vendre. Tu vois. Et puis, je reviens voir Gus en me disant, bah, ça y est, regarde, j'ai la photo dans l'échappement. Voilà. Et là, on a sympathisé. Là, c'était un homme charmant. Il adorait plaisanter. C'est quelqu'un que je regrette beaucoup dans la course de côte. On ne lui a peut-être pas fait assez de reconnaissance, tu vois, pour tout le bien qu'il a fait, pour la course. Bah écoute, moi le message il est passé. Alors je sais pas s'il nous regarde, mais en tout cas on te salue si c'est le cas. Et donc te voilà parti. On est en 89. Tu rachètes cette AGS GH19 B en course de côte. Tu vas la garder. Alors tu vas la garder pendant un certain temps, mais tu vas arrêter la compétition. On est en 90, hein, c'est ça? Après, 89. Je refais une saison en 89 avec toujours le Mondial au Cantal. Les épreuves dans l'Ouest, Ébec-Revon, tout ça, un peu de trucs. Et puis, pendant la saison des vacances, le truc auvergnat, là, j'en saute une. Et puis, je m'engage à une petite course de côte nationale dans le Tarn. Ça s'appelait, je ne sais plus. Elle t'a marqué, c'est bien. Ouais. Non, mais c'était bien parce qu'on s'est pointé le lundi ou le mardi dans un petit village et on s'est adressé au comité d'entreprise qui organisait la course de côte et on a été reçus comme des rois. On a pris des sous. Il y avait Gasquet. Et c'était le jour anniversaire de ma sortie de route d'Embrun. C'était le 20 août. C'était le même jour. Et puis, la côte, quand tu fais des championnats, il y a quand même de la sécurité, quoi. En national, c'était un peu limite. Il n'y avait pas de rails. On avait réclamé des rails. Ils avaient posé des rails sur des palettes. Enfin, tu vois, c'était un peu limite. Mais j'avais fini deuxième. Et puis, je ne voulais pas attaquer parce que. Et puis, ça a été. Après, j'ai fait une épreuve dans l'Ouest. Je ne sais plus. La dernière qu'il y avait, là. Avec le Mirador, là. Ébec-Revon. Non, pas Ébec-Revon. La Pommeraye. La Pommeraye, et puis après, j'ai arrêté. J'ai Ok. arrêté parce qu'il fallait réviser le moteur. Il fallait. Et puis surtout, Licky Moly, Taxicoli me le laissait tomber parce que le fameux ogre Ségala, le publiciste bien connu, c'est celui qui n'a pas la Rolex, c'est un gros il s'est occupé de la publicité de Taxicoli et là, il leur a pris leurs sous et ils ont fermé Taxicoli, quoi. Tu vois, ça a été clair. Alors qu'on était à chaque course, on faisait des réceptions, c'était super sympathique. Et puis voilà, quoi. Voilà. Bon. Et du coup, alors, si tu vas refaire une petite course rapidement en voiture fermée 90, mais ta carrière, elle était terminée à ce moment-là. Tu n'as jamais eu envie de reprendre? Du coup, ça t'est jamais repassé par la tête de reprendre la course? Si, mais la F2, je l'ai gardée 4-5 ans encore, mais il fallait finir de la payer. Hein, parce que j'avais été voir mon banquier pour acheter un F2, il m'a dit c'est pas rentable un F2, il faut acheter un F5, un F6. Tu vois, donc il a fallu la payer, continuer à la payer. Le moteur était à réviser. Je dis si on continue, on va prendre le moteur dans la tête. Voilà. Et puis on a acheté une maison. Et puis Pierre est arrivé. Enfin, tu vois, ça passe vite. Et puis après, malheureusement, ma femme est décédée, donc on a eu autre chose à penser que
que de faire des courses, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Comme on était à Bagnoles, on s'occupait de la course de côte avec Humbert, hein, qu'on connaissait Humbert parce qu'il venait nous voir un peu partout. Il vendait du vin à Henri d'ailleurs. Ouais, c'était mon sponsor. Oui. Voilà, donc puis après ça passe, ben oui. Eh oui, ça passe vite. Ça passe vite. Donc, résultat des courses, vous avez compris, c'est de ma faute, quoi. Voilà, concrètement. Non, c'est pas de ta faute, ça fait de l'argent. Et puis après, tu fais le bilan. On a mal fait les trucs. On est passé un an en Formule Renault, un an en la 500, un an tout de suite la F2. Il fallait travailler. On ne travaillait pas assez sur la voiture. Il fallait une structure. On ne travaillait pas assez. Ah oui, c'est sûr. Voilà, on n'a pas le temps. Sur une saison, tu n'as pas le temps de sentir une voiture. C'est sûr. On faisait mal, très mal. Bon, écoute, déjà, le plus important, c'est de l'avoir fait. La dernière question que je voulais te poser, papa, je la poserai d'ailleurs à Claude et à Henri. C'est quoi ton regard sur la course de côte actuelle par rapport à ce que vous avez tous les trois vécu dans les années 80 ? Bon, moi, je ne l'ai pas vécu, mais encore une fois, j'en ai toujours entendu parler. Ça avait l'air d'être quelque chose de fabuleux. C'est quoi ton regard de ça par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Comment tu vois les choses, toi ? Ah, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était une paire de copains, Henri, tout ça, on mangeait au cul du camion, au haillon. Il y avait une ambiance un peu super, plaisante. C'était un plaisir de se retrouver à chaque fois. On se retrouvait même chez Henri quand il faisait des fêtes. Voilà, tu vois, c'était une équipe de copains. Moi, j'étais bien avec tout le monde parce que à l'époque, dans la course de côte, tant que tu es derrière, tu es copain à tout le monde. Tu vois, c'est quand tu viens devant, quand tu bats tout le monde, que tu commences à te faire critiquer, quoi, tu vois. Mais par rapport à aujourd'hui, j'ai peur que je sois trop professionnel, trop. Et puis, ils me font peur avec les protos, avec les moteurs turbo, 4 roues motrices et tout. Ça me fait un peu peur, hein, tu vois. Ouais. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est une autre époque, c'est une autre technologie. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est plus professionnel. Tout le monde veut essayer de gagner des sous autour de la course. Donc, ils font des locations, ils font des trucs, ils font des machins. Et au bout de la chaîne, il y a toujours des bénévoles qui sont de plus en plus vieux, de moins en moins motivés, quoi, tu vois. Et c'est un peu on sent qu'il y a un petit malaise aujourd'hui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, en résumé, pour toi, c'était mieux avant, c'est ça ? Ouais, on va pas passer pour un vieux con. C'est mieux avant. Disons que nous, on l'a bien fait. À notre époque, on a bien fait. Maintenant, on n'est plus dedans pour savoir comment que ça marche. Mais je pense que des gars comme Chat, tout ça, c'est des mecs super. Et puis, ils se battent. Ils ont la même envie que nous d'y arriver. C'est sûr. Ils me font un peu peur avec leur voiture. Bon, on espère que ça restera, toujours dans la sécurité. En tout cas, c'est sûr que c'est impressionnant. Les points de vitesse atteints sont aujourd'hui très impressionnants. Papa, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Reste à mes côtés, parce que tu le sais, à la fin, il y a le quiz. Le quiz. Je vais maintenant, j'espère que tu as révisé. Dis-moi les questions, comme ça je vais réviser. Ouais, je te les envoie par SMS. Non, je rigole. Allez, je vais passer vers mon deuxième invité du coup de ce soir. Il s'agit de Claude Pin. Claude, alors toi, tu as terminé ta carrière il y a pas si longtemps que ça. On va en reparler dans quelques instants. 35 ans de carrière en course automobile, hein, c'est ça, Claude ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Et tu as démarré en 74, si je ne dis pas de bêtises ? J'ai démarré en 74 en championnat de France des circuits avec une Rallye 2. J'ai démarré un petit peu bizarrement parce que mon grand-père m'avait acheté une Rallye 2 pour mes 19 ans. Et donc, j'avais fait la connaissance d'un copain qui s'appelle Jacques Lafitte. Donc, dès que j'ai eu ma voiture, j'allais souvent le voir chez lui et tout. Et le tuning de l'époque, c'était arceau de sécurité, tâche capot, coupe-circuit. Et Jacques, un jour, me dit « Pourquoi tu ne cours pas avec ta voiture ?» Je lui dis « Attends, écoute, ça coûte cher et tout. Voilà. » Et il me dit « Mais tu nous enquiquines, on va se débrouiller, je vais t'aider. » Voilà.
Et puis, c'est parti comme ça. Donc, j'ai commencé à faire, en habitant Nevers, donc circuit de Magny-Cours. J'ai commencé tout naturellement à faire du circuit. Et tu faisais un peu de côte et un peu de rallye quand même à cette époque-là, ou tu faisais que ça? Non, pas du tout, que du circuit. Après, j'ai commencé à la deuxième année, j'ai fait championnat production. Et championnat production, et un petit peu, j'ai commencé à faire des courses de côte. J'ai commencé à connaître ça, donc c'était un petit peu compliqué. Il y avait des pilotes chevronnés qui avaient un petit peu plus de moyens que moi, qui un petit peu plus attaquants. Enfin bon, voilà, ça a été un peu compliqué. Et puis un jour, mon mécano d'époque, un petit garagiste, je lui disais tout le temps, alors il me disait, alors bonhomme, tu as fait quoi hier? Je dis, j'ai encore fait deuxième, derrière un tel, un tel. Voilà, et je dis, il nous faudrait peut-être des pièces sur la voiture, il nous faudrait peut-être machin, tout ça. Et puis un jour, il est venu à une course de côte qui était vers chez nous, et donc il n'est pas du tout venu me voir, il était se cacher dans un virage, et puis il a regardé les fameux pilotes en question. Et donc, je fais encore deuxième de cette fameuse course. Et donc, le lundi, en ramenant la voiture au garage, il me dit, bonhomme, il me dit, j'ai encore vu que tu avais fait deuxième hier. Ah, je dis oui. Je dis, il n'y a rien à faire. Je dis, on ne peut pas y arriver. Et là, il se retourne, il me dit, écoute voir, bonhomme. Il dit, j'étais dans le virage hier. Il dit, je t'ai vu. Et il me dit, quand tu seras aussi culotté que ton collègue, il me dit, tu gagneras des courses. Et il me dit, la voiture, cette semaine, j'y fais rien. Donc là, ça a été une grosse claque. Et la semaine d'après, une autre course de côte, meilleur temps le matin aux essais, et l'après-midi, je gagne la course. Bon, comme quoi, c'était un bon conseil. Hein, et ça a été une bonne claque, quoi. Le coup de pied aux fesses qui a fait que… Ça t'a vraiment lancé, on va dire, à un certain niveau, quoi. Alors, tu vas continuer la course de côte et le circuit. En 78, j'ai appris que tu avais participé au volant Elf, donc sur le circuit. Oui, c'est ça. J'ai fait le volant Elf à Magny-Cours. J'ai été jusqu'en demi-finale. On était 320 inscrits au départ. Dans les sélections pour les demi-finales, j'étais très bien. J'étais dans le même dixième que les 15-20 premiers. Donc tu te rappelles un petit peu des pilotes qui étaient avec toi à ce moment-là, histoire il y avait notamment les deux qui ont gagné, un le volant Winfield et le second le premier le volant Elf, le deuxième le volant Winfield, c'était les frères Nérial de Clermont-Ferrand. Et donc voilà, donc j'ai chuté pour la sélection des 5 derniers pour la finale. Voilà. Bon, c'était déjà une belle perf. Hein, c'était une belle performance, mais bon, le pied, le jour de la sélection, il y avait Jabouille, il y avait Arnoux, il y avait Lafitte, il y avait Pironi, enfin, il y avait tous les pilotes qui étaient là. Et j'ai tremblé un petit peu et les freinages étaient 5-6 mètres plus tôt que les autres fois. Et ça a suffi pour faire la différence, pour ne pas être qualifié dans les 5 derniers. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, déjà voilà, tu l'as fait et tu l'as fait quand même à un certain niveau, donc ça on peut le retenir. Oui, c'est pas mal. Tu peux le garder, donc, c'est déjà cool, c'est déjà une bonne chose. Bonne chose. Alors justement, après ça, toi tu vas te focaliser un petit peu progressivement sur la course de côte. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que toi en fait, on t'a connu, du moins dernièrement, tu étais plutôt en monoplace, mais tu as eu quand même une grosse partie de voiture fermée, et notamment dans les années 80, tu étais engagé en voiture fermée. On t'a vu en Rallye 3, on t'a vu en 205, on t'a vu avec une Samba Rally. Alors, je crois que tu en as eu une en Groupe, une en Groupe N, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, parle-nous un petit peu de toutes ces autos. Comment c'était à l'époque pour toi? Comment ça s'était passé, quoi? Donc, voilà. Donc, en 78, j'ai fait l'acquisition de l'une des 1000 Rallye 3 qui ont été vendues en France, que j'ai cassé à la course de côte de Saint-Veneux, d'ailleurs. Donc, c'est là qu'à partir de là, j'ai dit, j'achète plus de voitures neuves, je reconstruis mes voitures. Donc, j'ai reconstruit une Rallye 3 entièrement neuve, donc la caisse sur le marbre et tout, enfin bon, voilà, donc une super auto. Mon petit garagiste avait acheté des pièces chez Danielson pour le moteur, tout ça, donc on avait une redoutable voiture. Et donc, avec cette voiture, j'ai commencé à faire des courses de côte nationales.
commencé à participer aussi au Mont d'Or. Et donc, ça a été un enchaînement. Donc, la Rallye 3 a été vendue. Après, j'ai acheté la Samba. Donc, la Samba, j'ai fait gagner la Samba en groupe B. J'ai été le premier à faire gagner une Samba en groupe B. Après, la voiture a été homologuée en groupe N. Donc, j'ai été aussi le premier à faire gagner une Samba groupe N. Donc, cette voiture a été vendue, remplacée par une 205 1600. Donc là, c'était un pari phénoménal parce que personne n'avait jamais développé une telle voiture. Donc, j'ai acheté une épave, on a reconstruit la voiture à la concession Peugeot à Nevers. Et j'ai fait la connaissance de Daniel Ruggeri. Et là, ça a été le déclic au niveau de la préparation moteur. Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est lui après qui a préparé tes moteurs, il me semble. Hein, ouais. Voilà. Donc, avec Ruggeri, j'étais un petit peu le pilote de développement. On était 3 pilotes, en fait, chez Ruggeri. Il y avait moi pour la course à côte, il y avait Jean-Claude Brazet pour le circuit et il y avait Gérard Pradel pour le rallye. Donc, moi, j'étais axé sur la course de côte. Donc, j'ai été encore le premier à faire gagner une 205 GTI 115 chevaux. L'année suivante, la 205 est passée en 115 chevaux. Donc, j'ai encore fait gagner cette voiture. Donc après, en 1987, on est passé à la 205 GTI 1900, 1,9 litre. Donc, toujours chez Ruggeri. Donc, pareil, en rachetant une épave, enfin, toujours le même processus, les pièces bien usinées, les amortisseurs chez Conny. Enfin, on avait une bonne auto, quoi, voilà. Donc, là, j'ai quasiment été invaincu pendant toute la saison en championnat de France de la montagne parce que j'ai commencé à rouler en championnat de France de la montagne. C'est ce que j'allais dire, parce que là, à ce moment-là, voilà, tu découvres aussi le championnat. J'ai commencé en 86, le championnat de la montagne. Donc voilà, invaincu avec la 1900. Après, on est passé à la 309 GTI. Pareil, on a encore continué à gagner. Et là, c'était très compliqué parce que j'avais un adversaire redoutable, un Suisse qui s'appelle Daniel Bria. Donc, qui roulait avec des Honda. Et donc là, on avait des courses, mais alors, c'était le délire, quoi. Couverture chauffante. Tout, on avait tout, c'était des bagarres vraiment au sommet. Hein. Donc, voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Ça s'est quand même bien passé. Donc après, je crois que tu passes, tu vas passer à la Clio un petit peu plus tard. Après, je passe avec une Clio semi-usine. Donc, Renault Sport nous avait fourni un moteur, toujours par l'intermédiaire de Ruggeri. Moi, j'ai développé la caisse de mon côté, donc on a fait du super travail et tout. Et là, quand je suis arrivé à Vuillafan avec cette voiture, il y avait toujours Daniel Bria. Et donc, j'avais fait quelques tours à Magnicourt pour développer un petit peu la voiture. On avait fait un petit peu des réglages, des trucs. Et puis, quand je suis arrivé à Vuillafan, première montée d'essai, je colle 2 secondes 45 à Daniel Bria. Ah ouais, c'est plus la même histoire là. Et donc là, il était comme fou, quoi. Et donc, il a fini le week-end de course, il a rangé la voiture, on ne l'a jamais revu. Ah ouais, il n'est jamais revenu après derrière. Il n'est jamais revenu en course de côte en France. Ah, c'est dingue. S'il nous voit, s'il nous regarde, on peut lui demander pourquoi. Je suis désolé parce que j'aurais bien aimé continuer à me bagarrer avec lui. Bon, c'est sûr. Donc voilà, mais bon, après, cette voiture a fait beaucoup causer parce que c'était une voiture redoutable, elle était très performante, elle était, évidemment, j'avais des réglages de chez Renault Sport, enfin, j'étais bien aidé par Renault Sport, et donc voilà. Et donc, avec cette voiture, après, j'ai rencontré un mécène. Qui me parlait tout le temps du top 10. Et donc, il me faisait un petit peu comprendre qu'il fallait que j'arrête de végéter dans cette catégorie parce que c'est vrai que j'ai été pendant 10 ans quasiment invaincu dans la catégorie avec les berlines. Ce monsieur, au fil des discussions, m'a fait comprendre qu'il fallait que je roule en monoplace. Eh oui, qu'il fallait que tu passes peut-être à la vitesse supérieure. Donc, évidemment, par rapport au volant Elf que tu me parlais tout à l'heure, c'était toujours rester un petit peu dans le coin
de ma tête. Bien sûr. Mais en n'ayant pas les possibilités financières de sauter le cap. Donc, ce mécène, lui, il m'a dit, voilà, maintenant, on est là, il faut que tu te mettes en quête de trouver une voiture. Bon, donc, et là, on est en 96, 97, c'est ça, je crois. On est en 97. 97, ouais. Et tu vas donc débuter en monoplace avec une Formule Renault, du coup. Avec une Formule Renault, châssis tubulaire. Donc, c'était tout nouveau. Bon, j'ai bien été aidé par Tico Martini à Manicourt. Et donc, j'ai gagné toutes les classes de toute la saison. J'ai tout gagné. Donc, c'était pas marrant. Donc, le sponsor a vu que c'était pas encore ça. Donc, il m'a dit, maintenant, il faut aller chercher une Formule 3. Donc, on a trouvé une Formule 3 en Suisse. Et donc, avec un moteur Fiat, non, c'est ça? Avec un moteur Fiat qu'il a fallu acheter chez Nova Motor en Italie. Donc, parce que la voiture, on l'a achetée sans moteur. Donc, Nova Motor avait un moteur neuf à disposition. Donc, on a été chercher ce moteur et on a monté ça sur la voiture. Après, j'ai été aidé avec Serge Saulnier à Manicourt pour le développement du châssis et tout. J'étais bien entouré. J'avais un ami qui est toujours un ami qui s'appelle Fred Galizzi, qui était un ingénieur bien connu dans le monde de la voiture et qui m'a beaucoup aidé. Il m'a donné beaucoup d'astuces. Et j'avais un super mécano qui habite à l'Est et qui n'hésitait pas à monter dans le train pour venir me préparer ma voiture, me régler tout ça, qui s'appelle Aït et qui malheureusement est décédé il y a maintenant 2 ans. Et donc, on a fait vraiment du très bon travail et j'ai commencé à gagner des courses en F3. Donc, c'était le top du top. Ouais. Alors, ce que j'allais te dire, du coup, tu vas terminer premier des F3 au championnat en 98. Tu vas terminer deuxième en 99, deuxième également en 2000. Tu vas terminer quatrième en 2001 et troisième en 2002. Donc, bon, là, pour le coup, la carrière en F3 est bien installée. Et pour autant, en 2003, moi, j'ai ce souvenir-là. Tu vas mettre de côté un petit peu la F3. Tu vas revenir à la Formule Renault. Je me suis posé cette question. Pourquoi? Voilà. Je reviens avec une Formule Renault, mais châssis tubulaire. Et j'ai eu une super… CFR 2000, c'était ça, ouais. Voilà. Disons que c'est l'écurie Signature à Bourges qui m'a proposé cette voiture. Elle était neuve, elle avait fait 4 courses. Le châssis n'était même pas peint. Donc la voiture était entièrement neuve. Bon, ils m'ont fait des bonnes conditions pour pouvoir l'avoir. En plus, mon ingénieur Fred Galizzi travaillait chez Signature. Donc il connaissait bien la voiture. Et donc j'ai commencé à rouler avec cette voiture. Pareil, au championnat de France. Alors, ça a été un petit peu compliqué parce qu'une Formule Renault, c'était un moteur de série avec un boîtier électronique. Et donc, je me suis heurté à un petit souci de conformité avec certains concurrents parce qu'il était tellement facile de modifier le boîtier électronique sans qu'on puisse le vérifier. Et donc, en plein milieu de saison, j'ai plaqué la voiture. Et il y avait Alban Thomas qui vendait sa Formule 3. Et donc, j'ai racheté sa voiture en plein milieu de saison et je suis arrivé à Champs-Rousse avec cette voiture. Donc, petite exception, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais toutes mes voitures étaient à peu près rouges. C'est vrai. Et en 2004, en milieu de saison, ma voiture était bleue. Eh oui, je me souviens. Voilà. C'était la voiture qu'Alban venait de vendre avant de passer à la F3000 notamment. Donc, je me rappelle, j'ai bonne mémoire, tu vois. Donc j'ai fini la saison avec cette voiture. Et puis, bon, cette voiture était avec un moteur Opel, le shift au volant. Enfin, bon, voilà, une top voiture. Et donc, avec un moteur Spiess, qui était un petit peu fatigué d'ailleurs. Donc, mais bon, j'ai réussi à finir la saison. Et donc, après, on a emmené le moteur révisé chez Spiess à Stuttgart. Et puis, on est reparti comme ça, avec une voiture qui était vraiment une voiture top, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, quand même, on va le préciser pour ta première saison de retour en Formule Renault. On est en 2003. Tu vas remporter quand même la Formule Renault lors de la finale de la Coupe de France. Hein, donc, on va, tout à fait, oui. On va quand même le souligner. C'est pas non plus une mauvaise parenthèse. Cette F3, donc, elle est derrière toi, hein, je pense. C'est celle-là qu'on voit là. Oui, c'est celle qui est sur le tableau. Celle-là, ouais. Celle-là, ça doit être 2006 ou 2007, je pense, vu la couleur. Oui, c'est celle de 2006. Voilà. Avec laquelle j'ai fait 3 saisons avec, qui était une très très bonne voiture, qui malheureusement est arrivée
comment je vais dire, fin 2008, en bout d'évolution. Et surtout, il y avait des nouvelles générations de Formule 3 qui arrivaient. Donc, c'était soit j'avais une nouvelle Formule 3, soit j'arrêtais. Parce que je ne pouvais plus continuer juste pour figurer. Donc, j'ai sagement pris la décision d'arrêter fin 2008. Après 35 ans de bons et loyaux services. Voilà. Ouais. Tout à fait. Bon, écoute, c'était une belle carrière. Tu avais mérité ta retraite du sport automobile. Oui, voilà. Bon, après, il n'y a pas de regret. Hein. Voilà, non, mais il n'y a pas à en avoir. Et surtout, du coup, toi, maintenant, tu es toujours dans le sport, mais tu as raccroché les gants pour te mettre aux boules de pétanque. Hein, c'est ça que… Voilà, tout à fait. C'était un petit peu prévu. J'avais toujours dit, quand j'arrêterai la course automobile, je ferai de la pétanque. Alors bon, voilà, on est arrivé. Bon, j'avais déjà commencé quand même un tout petit peu avant d'arrêter. Je faisais quelques concours l'hiver avec mon fils et ma belle-fille. Et puis bon, voilà, mais sans aucune prétention. Et puis après, quand j'ai arrêté, à partir de 2009, là, c'était tous les week-ends compétition. Et donc voilà. Et depuis, du coup, tu te focalises. Je te vois souvent actif sur cette activité-là. Tu fais pas mal de compètes, hein, je crois. Hein. Oui, je fais des doublettes, je fais des triplettes. Bon, pour moi, la pétanque, le vrai jeu, c'est la triplette. C'est le jeu historique de la pétanque. Voilà, j'ai des amis là, qui jouent bien, qui sont des bons joueurs. Donc, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le penser. À savoir que pour bien jouer, il faut être avec des bons joueurs. Et pour être avec des bons joueurs, il faut bien jouer. C'est sûr. Si on ne joue pas bien, on n'a pas de bons joueurs et vice-versa. Donc, c'est assez compliqué. Il faut réussir à rentrer dans le cercle. Bon, en gros, soit il faut être très bon dès le départ, soit il faut être très bon commercial pour réussir à se vendre et intégrer les bons. Après, il faut négocier un petit peu. Oui, c'est sûr. Un peu compliqué. Après, j'ai aussi eu l'opportunité d'être revendeur de boules de pétanque. Donc, ça aide un petit peu, ça ouvre un petit peu les portes. Et puis, j'aime bien le commerce, j'aime bien… voilà, donc ça fait aussi vivre mon site Internet. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'ai une deuxième carrière qui aussi riche que la première. Hein, voilà. Pour le et coup, puis, on arrive quand même à gagner des beaux concours. Moi, j'aime bien aussi faire… c'est pareil, gagner des petits concours régionaux, c'est bien. Mais j'aime aussi aller faire des grosses compétitions internationales. L'année dernière, on est allé jouer… on a fait Cannes, on a fait Andrézieux, on a fait Villefranche. On a fait Île-Rousse, on a fait Ajaccio, on a fait Porto Vecchio. J'aime beaucoup la Corse, c'est très joli. Et puis les concours sont sympas. Donc on peut allier les beaux concours qui sont d'ailleurs au bord de mer et tout. C'est vraiment sympa, quoi. Ah ouais, bien sûr, tu m'étonnes. Il y a moyen de bien s'amuser, je pense. Il y a des belles choses étant à faire. habitué à toujours faire des longs voyages, quand je faisais de la voiture, évidemment, j'étais loin de toutes les courses, puisque j'habitais en plein centre-France. Donc, toutes les courses étaient très loin de chez moi. Donc, pour la pétanque, ça ne me dérange pas du tout d'aller faire des kilomètres pour aller jouer, pour être dans le milieu de la pétanque, quoi. Voilà. Tu m'étonnes. Normal. Dernière question, Claude, que je voulais te poser avant de passer la parole à Henri. Quel est ton avis, toi, sur la course de côte moderne, par rapport à ce que vous avez connu, vous, dans les années 80 et ce qu'on voit aujourd'hui? À quoi ça te fait penser, toi? La course de côte, elle a beaucoup évolué, comme tout le reste des sports. Moi, quand j'allais en course de côte, j'ai connu des garçons comme Tharès, De Bias. Ils venaient avec leur Formule 2 sur une remorque. Ils venaient comme ça. Après, ça s'est beaucoup professionnalisé. Après, c'est tous les sports. Hein. Tous les sports évoluent. Il est évident aujourd'hui que pour gagner une course de côte, il faut des très grosses structures. Il faut des très bons pilotes, il faut des ingénieurs, il faut faire du développement, il faut aller rouler beaucoup en circuit, il y a plein de paramètres qui coûtent aujourd'hui malheureusement très cher, c'est un peu ça le problème. Donc, le petit problème aujourd'hui, c'est que les sponsors vont être un petit peu réticents
avec ce qui s'est passé là pour 2020, j'espère que ça ne va pas trop poser de problème. Donc voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que là, pour le coup, la période va faire un petit peu bouger les lignes. On espère pas trop et on espère que ça Oui, ira. voilà. Bon, moi aussi, bon, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, moi aussi, j'ai un sponsor qui me suit aussi pour jouer au boule. Donc, un sponsor qui me suivait pour faire la course à côte et qui continue de m'aider pour la pétanque. Donc, ben, évidemment, ça nous aide à faire les déplacements, à payer les hôtels, disons qu'avec mon équipe, d'être confortable sur un week-end, quoi. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Bah, c'est important. Je vous laisserai de toute façon tous les trois un petit mot à la fin pour remercier qui vous le voudrez. Donc, tu auras tout le Voilà. loisir d'en parler. Claude, je te remercie. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de Ben, t'avoir eu à mes côtés. Comme papa, hein, moi, tu restes à mes côtés. On va avoir besoin de toi. Et puis, je vais me tourner du coup maintenant vers notre troisième invité de ce soir. Il s'agit bien d'Henri Néel, hein, pour le coup. Alors, Henri, toi, tu as démarré un tout petit peu plus tard, je crois, que mon père et que Claude. Je crois que tu as démarré fin des années 70 avec une auto assez étonnante, un proto 4 chevaux qui, tu me le disais, est passé par toutes les motorisations possibles, hein, c'est ça? Voilà, ouais. Ouais, disons d'année en année, même sur la même année, ça a bien changé 2 fois de motorisation, quoi. Voilà. Ah ouais, tant que ça, tant que ça. On a toujours travaillé pour essayer d'aller plus vite, mais avec de la puissance, quoi. Bien sûr, Donc, bien sûr. on a commencé avec le 1255 et elle a fini avec un 1800. Donc, Et c'était impressionnant. elle a bien grandi quand même, hein, au fil des années. Ouais. Elle a pris du muscle. Donc là, on est en 78, hein, c'est ça, quand tu as démarré, hein. Ouais. Non, 77, je démarrais. 77, autant pour moi. Ouais. 77. 77, donc j'ai commencé, bon, je roulais de 2 années en 4 chevaux proto, et après j'ai commencé avec les formules, donc la Lotus. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc 1980, tu achètes une Formula Lotus 1300 et tu vas passer d'ailleurs rapidement à la Formule Renault derrière, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. la c'est Formule ça. Renault AGS. Voilà, exactement. AGS, Alors, ouais. pourquoi tu fais le choix de ces deux voitures à ce moment-là? C'est économique, c'est par envie de progresser, de passer à la monoplace? Comment tu… Oh non, mais il y avait une facilité de changer de voiture à cette époque-là. C'est vrai, il y avait de nombreuses voitures, même à cette époque-là. Il y avait un échange, un commerce de voitures des uns des autres. Et puis, étant dans le commerce, bon, ben, c'était. Enfin, pour moi, je sais pas, ça se trouvait facile, quoi, voilà. Ouais, bien sûr, tu avais les bons réseaux pour changer d'auto, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, Non, en puis, 19… ta Ouais, question, pardon, excuse-moi. je n'ai acheté que des véhicules que j'avais vu rouler, quoi. Ouais, Qui me plaisaient, quoi, voilà. c'est important. La 4 chevaux proto, moi, c'est quelqu'un qui m'a mis dedans, parce que moi, j'aurais jamais pensé faire de course automobile. Autant que j'aurais pensé faire de la compétition moto, mais pas voiture. Ok. Et là, je me suis trouvé avec quelqu'un qui m'a monté dans la 4 chevaux proto dans un salon, et puis c'est parti comme ça. Et ça t'a fait changer d'avis. Et puis, bon, bah, finalement, On a dû c'était… faire 2 courses ensemble, parce qu'à cette époque-là, ça a été toujours aussi, hein, on pouvait faire double monte en régional. Mm. On faisait double monte, quoi. Et puis, au bout de 2 ou 3 courses, je lui ai acheté la voiture, et puis voilà. Puis c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Bon, bah, c'était le début d'une bonne histoire et d'un bon choix, parce que bon, je sais pas ce que tu valais sur 2 roues, mais en tout cas sur 4, ça a plutôt bien marché. Alors, je le disais justement tout à l'heure, les premières perfs, elles vont pas tarder, puisqu'en 1981, tu remportes la Ligue Basse-Normandie, du coup, et en 1982, bah, tu vas gagner la Ligue Haute-Normandie et Basse-Normandie. Tu auras racheté en parallèle la Pygmée de Marc Régal, hein, c'est ça, en 1982, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de ces saisons, de tes premiers titres, du coup, qui arrivent relativement vite, hein, pour le coup, quand on voit que tu as démarré, je dirais, en 1977, ça arrive assez rapidement, quoi, finalement. J'ai commencé. Non, je disais tes premiers titres, enfin ces titres de vainqueur de ligue qui arrivent assez rapidement, quoi. Ah oui. Ah ben voilà, j'étais parti. Quand j'ai vu que ça pouvait s'approcher, voilà, ça a été pour gagner. Voilà. Bien sûr. Pas gagner. Bien sûr. Attention, hein, un grand mot. On aimait bien monter sur le podium, voilà. Et Bah, puis, oui. j'ai tout de suite voulu une voiture pour gagner le général. J'ai aimé. J'ai pris l'option des formules. En régional, bon, c'était les formules qui gagnaient. En régional. Forcément.
Et puis même nous, on a fait du slalom pareil. Hein. On a fait même des slaloms en nocturne. Hein. Ah ouais, ça existait ça avec les monoplaces et tout? Oui, on a fini à 2 heures du matin Ah ouais. et on ne rentrait pas à la maison, on repartait sur une épreuve régionale de course de côte. Hein. Ah ouais, ouais. Tu Et faisais donc, combien là, de courses à peu près à cette époque dans une saison? ben moi, au niveau de la CO au Mans, j'ai été félicité une année, j'ai dû en faire 36 Ah épreuves. ouais, 36 épreuves, Hein. ça commence à en faire. Hein. Ça commence à en Ouais, faire. mais il y a eu dans les week-ends, comme dans les week-ends de mois de mai, là, on faisait 3 épreuves par week-end. Hein. Ah oui, bien sûr, entre les Et à cette slaloms, les époque-là, côtes et tout. et des fois jusqu'à 4 parce qu'on a dû faire des épreuves justement en nocturne. Ah ouais, ouais. Il y a eu quelques années où on a eu des épreuves nocturnes. Donc du coup, au final, la Formule 1, Le Mans, tout ça, ils n'ont rien inventé. C'était déjà ça existait déjà à l'époque. Voilà. Il y a eu une époque où j'ai eu une berlinette où je faisais aussi à l'époque des rondes. Là, où les rondes, c'était Ouais, 5 fois la même épreuve. Là. je Ça, vois. je roulais tous les week-ends à ce moment-là. Ok, ouais. Ok. Bon, bah, du coup, le programme était effectivement très chargé. On va revenir à la course de côte parce que c'était quand même ta discipline de prédilection. Tu vas poursuivre, toi, justement, dans ce créneau-là avec des courses régionales. Tu vas acheter, je crois, une MK18 à un moment donné, toujours en 1600. Ouais. Bon, Tu je voulais rachètes. dire sur la Pygmée, je m'excuse pour ma parole. La Pygmée, Vas-y. ça n'a pas été la meilleure voiture. J'ai eu beaucoup de mal avec cette voiture-là et c'est pour ça que je l'ai abandonnée très D'accord. rapidement. Ok. Avec un moteur qui n'était pas facile à conduire. Les fameux Ford FVA, là, c'était très facile. Ouais, Donc, je vois. et puis j'ai connu Jean Chartier, qui est aujourd'hui comme mon frère, qu'on pas tout le temps. Et j'ai fini par acheter sa voiture, sa MK18. Voilà. Avec le Donc, on arrive à la MK18, du coup. On arrive à celle-là. Et après, parce qu'il gagnait tout en régional, ça peut Ouais, pas. ouais. Lui, il a attaqué avant moi. Hein. Lui, il a attaqué avant. Et oui, du coup. Et comme tu voulais les autos qui gagnent, bon, finalement, tu t'es décidé à lui acheter. Je crois que tu as acheté une auto à Yves Courage aussi, hein, juste après, hein, c'est ça? La 28. La MK28. Ouais, Ouais. exactement. Une superbe auto. Bon, ah oui, tu m'étonnes. Bah, forcément, quand on voit par Là, qui elle était c'était passée, on imagine elle était bien. En 1986, alors j'ai appris ça aussi, Henri. En 1986, tu vas laisser le titre justement à la Ligue à Antoine Morel. Explique-nous un petit peu dans quelles circonstances ça se passe. Ben, non, je saurais te dire, je ne sais pas Ouais. pourquoi j'étais. Écoute, je l'ai lu, hein, donc Ah oui, c'est non, pour non, ça que je non, te le mais dis. c'est un gars qui roulait très très bien en Rallye 3. Quand il a gagné la Ligue, il devait rouler avec la Rallye 3 à cette époque-là. Peut-être, ouais, peut-être, Et je au ne sais niveau de pas. la Ligue, si tu veux, on marquait des points au niveau de la classe ou du groupe. Ouais. Bon, il a dû être meilleur dans son groupe que moi, voilà. Ouais, non, mais il paraissait que tu lui avais laissé le titre. C'est pour ça que je Oh, te. C'est pour ça non, que je non, dis non. ça. Je sais Non. pas, il y avait un truc. Il a été gentil parce que, comme il a dit bien des fois, il a été le pool leader derrière moi, parce que moi, je l'ai entraîné longtemps aussi en course de côte. Hein. Il a roulé dans la Lara, lui, aussi. Qui donc, tu me disais? Il a eu la Formule 3. Tu parles de qui, pardon, Henri? Excuse-moi. Antoine Morel, Ah oui, bah oui. Oui, celui que j'ai laissé pour gagner la oui, Ligue. oui, bien sûr. Il a roulé en course de côte avec moi et il a été, disons, à 99% toujours deuxième derrière. Bon, écoute, on va mettre cette histoire au clair. On va retrouver tout ce qui s'est passé. On en reparlera bien évidemment. Alors, en 1987, toi, tu vas du coup passer à la Formule 2, ta vraie première Formule 2 de 8, puisque tu vas faire l'acquisition d'une Martini MK43. Ouais. Tu vas tout de suite gagner des courses importantes au championnat de France, deuxième division sur lequel tu t'engages, Canaples et Becrevon notamment. Je crois que Ouais. Canaples, papa, tu dois être troisième, non, cette année-là, il me semble, et il doit y avoir Christian Debias entre vous deux, j'imagine. Tu peux nous parler un petit peu de cette première saison avec ta F2, Henri, comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, je pense que ça s'est pas trop mal passé parce que j'ai été à bon niveau assez rapidement avec cette voiture que j'ai trouvé facile à conduire. Mais bon, on n'a pas été, nous, par contre, on n'a pas été, disons, on n'a pas été bon. Ça serait à refaire aujourd'hui, on serait beaucoup meilleur parce qu'on se penserait sous les réglages, que nous, on s'est toujours satisfait de l'auto comme elle était. On cherchait pas trop.
On Ouais, n'aimait pas ça. après, On n'y a discuté qu'à régler l'auto, nous. c'est pour ça, c'est pour ça. Non, ton père, il pourrait le dire. C'est vrai. Je Visiblement, il confirme. l'a dit. Ouais. Il l'a dit. Mais quand on était dedans, on essayait de faire de notre mieux. Quoi. Bien, Voilà. bien sûr, bien sûr. Après, il y a une question aussi de timing, de budget, de tout ça qu'il faut prendre en considération. Donc, forcément, on peut comprendre aussi que tout ne pouvait pas être fait forcément à 100% sur le réglage de l'auto. Mais bon, en tout cas, toi, Henri, tu vas quand même finalement devenir champion de France de la montagne, deuxième division de l'année d'après. Donc, preuve en est quand même que ça va, l'auto, elle marchait bien et puis que tu es arrivé à en faire des trucs sympas. Tu termines la saison avec le moteur de la March, hein, du coup. Si j'ai bien Ouais. compris, c'est ça Ouais, l'histoire. parce qu'on avait été en panne et puis ouais, tout ça, ça s'est vraiment fait d'une manière. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était beaucoup plus, disons, soudés les uns aux autres. Voilà, on s'entraidait quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il n'y avait personne qui restait en panne. C'est sûr, Ouais, c'est sûr, c'est c'est vrai. sûr, c'est sûr. C'était plus famille, amis, quoi, disons, ensemble. Bien sûr. ensemble. Et oui, oui, bah Je pense que c'est plus dur. ouais, bon, c'est certain, mais C'est encore une différent. fois, c'est différent. Ouais, voilà, c'est complètement différent. Mais en tout cas, voilà, l'anecdote retiendra que ce coup de pouce t'avait permis de terminer ta saison et donc d'aller terminer champion de France deuxième division. Alors après, par la suite, tu vas donc continuer en Formule 2 et je vais avancer un petit peu dans ta carrière parce que fin des années 90, toi, Henri, tu vas faire le choix de passer au sport proto. Hein. Tu vas passer en proto, tu vas délaisser un petit peu la monoplace. Et on va te voir notamment arriver avec un Martini MK 77 qu'on a vu il y a encore jusqu'à pas si longtemps avec Marcel Steiner. Ouais. Donc, c'était des autos qui marchaient pas mal. Pourquoi tu décides de passer au sport proto et pourquoi tu poursuis pas, pourquoi pas en Formule 3000 ou ce genre de truc? Non, 3000, ça m'a. Non, c'est une question que moi, je suis un gabarit assez fort et je me trouvais de moins en moins bien dans l'habitacle de ces formules. Et dans un proto, on a beaucoup plus d'espace et j'ai trouvé aussi, dès que je suis monté là-dedans, que c'était encore plus facile à conduire qu'une F2. Ah ouais, alors que pourtant, il y a certains pilotes qui se plaignent du décalage, etc., etc. Mais toi, tu as Non, trouvé ça, ça le plus non. simple. Ouais. Ah ouais, Ah ah oui, ouais. oui, oui, oui. Mais Ok. une question dedans, dans l'habitacle, moi, beaucoup plus à l'aise que dans Ouais, la ouais, je F2. vois. La F2, on est un peu il faut être jockey pour monter dans une F2. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Nous, on n'est plus jockey, longtemps. C'est sûr que c'est On des est même autos qui. presque cheval. Pas loin, pas loin. Bon, en tout cas, voilà, tu vas te lancer là-dessus. Alors, on va te voir avec cette auto. On va te voir notamment un petit peu plus tard avec une Lucchini qui roulait en C3, je crois que Ouais. c'était pas une CN. Mais je veux en revenir, que je veux dire tout fort aussi. Je Ouais. n'ai pas eu de chance. Cette voiture, la Martini, que j'ai eue toute neuve et que, eh ben, pareil, je n'ai pas été satisfait parce que j'avais Ah ouais. un super mécanique. Et, eh ben, je sais pas, moi, comme le Beaujolais ou Villafan, là où il y avait des épingles, hein, et ben, cette auto-là, j'arrivais jamais à prendre une bonne épingle. C'est comme s'il y avait la roue il y avait, à l'envers du D'accord. virage, elle patinait, obligé de désaccélérer pour reproduire. Et au bout d'un an, que ça nous a tellement énervé, là, on s'y est penché quand même sur cette voiture. On a démonté l'autobloquant. Et il faut savoir quand même que Martini m'a livré une voiture avec un autobloquant monté à l'envers. D'accord, ok. Donc, au moins, vaut mieux la prendre là, quoi. Au Ouais. moins, tu comprends le. À contrepartie, c'est sûr que l'auto qu'ils avaient construite, c'était une superbe auto à cette époque-là. Eh Super. oui, oui, bien sûr. Et Bien là, sûr, bien sûr. nous, on n'a pas on l'a pas utilisé comme il faut, rapport à ça. Mais ça, c'est incroyable de monter un autobloquant à l'envers. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et les machines ont été comme ça en haut, elles étaient comme ça en bas. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, au moins, tu comprends pourquoi ça marchait pas. Ouais, c'est sûr. ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et Bon. dommage qu'on puisse monter ça à l'envers. Hein. Ah oui, oui, c'est clair, ça devrait, ça devrait ne pas bouger. Bon, à ce moment-là, donc fin des années 90, il va y avoir aussi le début de Sandrine qui va arriver un petit peu en course de code. Sandrine, c'est ta fille, hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et donc, vous allez commencer à rouler un petit peu ensemble. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais plus jeune, de vous voir à Bagnole, toi avec la Lucchini notamment, et Sandrine avec la Norma. Ouais, alors il y a eu la Lola, effectivement, et après elle est passée à la Norma avec toi. Hein. Quand j'ai obtenu des Normas à partir de 2005, ouais. j'en ai toujours eu deux en acquisition. Ouais.
Donc voilà, il y en avait une pour toi, une pour Sandrine. Et justement, la Norma, alors c'est marrant parce que du coup, on est finalement sur la toute fin de ta carrière en course de côte. Et c'est grâce à cette auto que tu vas revenir finalement au plus haut niveau, je dirais, hein, en course de côte, parce que tu vas remporter quand même la finale de la Coupe de France de la montagne, ce qui n'est Ouais, pas rien, même ouais. si c'était à Saint-Gueno sur une épreuve que tu Ouais, puis il y avait maîtrisais de parfaitement. belles bagarres, là. Il y Ah avait de oui, belles bagarres. bah oui, C'est bien ça. sûr, bien sûr, bien Et, sûr. voilà. Parle-nous un petit peu de cette, je dirais, de cette toute fin de carrière en course de côte avec la Norma. Tu devais retrouver, j'imagine, des sensations d'une super auto, là, pour le coup. Ah, des sensations de bonne auto qui étaient faciles à conduire et puis du bon matériel, quoi. Ah Ce ouais, qui bien prouve sûr. qu'avec du bon matériel, on arrive à aller. Voilà. Et puis aussi, bon, avec un peu d'expérience quand même. Et moi, je n'ai jamais arrêté de rouler. Donc, le seul truc où j'essayais de me perfectionner, je marquais les temps d'une année pour l'autre avec chaque voiture. J'ai toujours, quand j'arrivais quelque part, je regardais mon temps et il fallait que j'améliore. Enfin, voilà. Ouais, ok. Si j'avais changé d'auto et que l'auto était mieux, pour moi, il fallait aller plus vite, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le seul réglage, c'était ça, nous. Hein. C'était... Bon, le carnet, il doit être long quand même, Ah j'imagine. ben, c'est dommage Mais que je si tu voudrais as noté refaire à votre chaque tour. fois. J'ai mon frère, il m'a fait 40 ans de carrière dans Ah ouais, un classeur par année et avec tous les classements. ah ouais, bah, donc, Et, il doit y en avoir. Ouais. il y a eu une époque aussi où on avait des découpeurs de journaux, enfin des annonces, qui étaient avec des titres, je ne dis pas. Hein. Ah oui, oui, Ça, bah, j'en ai déjà vu quelques-unes du, moi, c'est un jour, ouais. chez mon père. Moi, j'ai 40 années classées par classeur. Ah ouais, ça Avec tous c'est. les titres, avec aussi bien Marcel Tarès, Christian de Bias, Anne Mavray, tous ces gens. Tu dois avoir De ressortir. des ressources. Et justement, au moment du confinement, là, j'ai ressorti ces classeurs et ça m'a fait vraiment plaisir de relire des trucs. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes, Ah tu ouais. m'étonnes. Ça, faut Ouais, le voilà. garder, tu le garderas toute ta vie. Voilà, ça, Ah bah oui, oui, faut là. que ça reste. Faut que ça reste. Bon, alors, on va terminer avec ton interview, Henri. Alors, c'est vrai que toi, après, tu as quitté la course de côte pour te mettre un petit peu au circuit, hein, pour le coup. Non sans succès, parce que du coup, en 2009, tu as remporté la Coupe de France des circuits, toujours avec la Norma. Et Ouais. après, bah, tu as roulé. Je ne sais pas si tu roules encore d'ailleurs, mais jusqu'à il n'y a pas Si, si si, longtemps. En si, tout cas, tout le voilà, tu temps. roules encore, bien sûr. Tout le temps. Bien Ouais. sûr. Pourquoi ce passage au circuit? C'était parce que tu voulais découvrir autre chose ou il y a eu une Ben, autre comme raison? je l'ai dit l'autre jour, j'ai arrêté la course de côte en 2005, rapport à une sortie de route avec la Lucchini, que j'ai vraiment cassé, quoi. Hein. Et puis de là, mon fils, lui, faisait de la Formule Renault en circuit à cette époque-là. Donc, comme je me suis trouvé sans voiture à cette époque-là, et je suis sorti avec lui en circuit, et c'est comme ça que me suis emmanché dans le circuit. Ouais. Et là, j'ai dit, j'achète une moto de circuit, et quand j'ai acheté une moto de circuit, je suis allé chez Norma. Et puis, je pense que la Coupe de France des circuits, ça a l'air quand même d'être sympa et assez convivial. Donc, Ah, mais moi, c'est pareil. Ouais, ouais, là. ouais. Puis j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé à aller vite parce que si tu veux pas être trop derrière, ben, au moins tu as un lièvre devant. Et oui, bien sûr, c'est Un complètement lièvre. différent. C'est pas ça n'a rien à voir. Ouais, Voilà. ça n'a rien à voir. Si C'est pas la même lui, il approche. passe vite, pourquoi toi, tu ne dois pas y faut que tu y C'est ailles. clair. C'est clair. Bah oui, oui, c'est Euh, clair, c'est clair. Il n'y a pas ben, de c'était secret. bon, Dominique, comment, Janine, Gauvin, le petit Gauvin, là, c'est lui qui m'a aussi aspiré. Ouais, je vois. Ah ben là, je me suis donné des coups de pied dans le derrière pour aller vite, moi. Je veux Ah dire. oui, oui, bah c'est notre, ça n'a rien à voir, ouais, c'est clair, pour le coup. Et puis, je suis arrivé à passer devant. Et quelques courses, j'ai gagné devant lui. Et là, j'étais content. Hein. Eh oui, oui, c'est clair, C'était une c'est clair. satisfaction. Ah ouais, ouais. Bah, comme quoi, écoute, l'expérience parle au volant. Ouais, Dernière je question. pense. Bah oui, Hein. oui, c'est sûr. C'est Bah, comme tout sport, hein, c'est comme celui qui s'entraîne. Hein. Il exactement, s'entraîne souvent, voilà. Hein, exactement. hein, mais Ça, du fait que moi, j'étais très souvent sur les courses, bon, ben, c'est des automatismes aussi, je pense. forcément, Hein. j'imagine que Voilà. tu en gardes forcément des automatismes et des habitudes. Ça, ça, Ouais, et c'est puis dans la course, le visuel compte beaucoup. bien sûr. Et le visuel, il faut le travailler. Hein, Eh oui, 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 bien sûr. Ah ouais, ouais. Bien sûr. Bon, dernière question que je voulais te poser, Henri, vraiment rapport à la course de côte. La même question que j'ai posée à mon père et à Claude. C'est quoi ton regard, toi, sur la course de côte moderne aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu penses de ces protos, turbo, etc., etc. Non, non, là, je ne dirai rien de ce matériel-là. Quand tu m'as posé la question des 3000, la 3000 m'a toujours fait peur. Je n'ai pas voulu monter là-dedans. Et puis une question d'habitacle. Et ces grosses voitures-là, pour la course de côte, quand on parle de sécurité aujourd'hui,
non, je ne suis pas pour ça. Autant je Ok. dirais je dirais très haut que nous, on a vécu des belles années avec des plus grandes bagarres. Parce qu'aujourd'hui, la course de côte, on voit qu'ils sont 3 pour gagner le général. Ils sont 3 pour gagner le général. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a moins de. Voilà, Nous, pour gagner le l'accès, général, on était minimum 15 et je ne mens pas jusqu'à 20. bien Il y sûr, avait bien sûr. jusqu'à 20 F2. Bien sûr. On a ton père, on a été jusqu'à presque une vingtaine d'F2 en course. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, Hein? c'est sûr. Attention. Hein. Donc, quand on disait qu'on voulait rentrer dans le top 10, suivant sa fonction, on était satisfait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le top 10, pour être bien. Eh oui, non, non, mais c'est clair, c'est. Les Disons- gagnants, on les éliminait. Nous, on ne pouvait pas être devant eux. C'est pas possible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. après, quand tu as vu te rapprocher, tu voulais te dire, tiens, je rentre dans le top 5. Moi, je suis rentré dans le top 5 longtemps quand même. Mais voilà. Puis j'ai eu quelques bagarres avec Christian quand même. Avec Christian Pias, qu'on se trouvait, et Christian Paré aussi. Tous les Christians. Hein, mais c'est vrai, avec Christian. Hein, non, non. Je pense qu'il y avait plus de bagarres. Aujourd'hui, le tiercé des vite fait, il y a 3 voitures. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. sûr. Je suis Non, mais désolé, disons hein. que voilà, l'accès Désolé de dire au ça, top mais c'est auto vrai est Hein plus compliqué. L'accès aux tops auto est plus compliqué aujourd'hui que ce qui était le cas pour vous à l'époque. Voilà, ça y joue. Ah ouais, ouais. Ça y joue, Je ça y pense joue. que bon, ben, il y a chaque, disons, je veux dire, génération, quoi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est différent. Mais même moi, je vois en circuit, déjà, ça a changé aussi. Hein. Ouais, tu trouves. Ça a changé. Ouais. Tout Forcément. change, hein, de toute façon. Hein. Non, mais de toute façon, voilà, on parle d'un sport qui coûte de l'argent, ça c'est évident. Et Ouais, mais il les ne faut pas choses, parler d'argent. C'est oui, c'est sûr. une chose. Il y a C'est le sûr. pouvoir, il y a tout, C'est il y a sûr. le savoir-faire. Tout est un enjeu là-dedans, hein, quand même. C'est Hein. sûr, non, mais bien Et sûr. puis, il y a Bien celui sûr. qui fait tout lui-même. Moi, je veux dire, j'ai tout fait. J'ai jamais passé par quelqu'un, tout fait par moi-même. Hein. Oui, 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 Enfin, complètement. Ouais, complètement. j'ai beaucoup été aidé par Bernard Dive, je le dis. Hein. J'ai eu un mécano qui m'a suivi toute ma vie. Hein. Ça a été. Voilà. Hein. Et lui, il s'est donné beaucoup pour me préparer l'auto. Ouais, je vois, je vois, je vois, je vois. Oui, oui. Bon, bah c'est cool. En tout cas, merci beaucoup Henri d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je pense que voilà, il y a beaucoup de Ben, nous fans aussi, de. et puis ça nous rappelle course de côte. de bons. Bah, c'est ça de bons aussi, c'est-à-dire souvenirs. que voilà, l'idée c'était de rappeler aux fans de course de côte les années 80, les belles années, les années fast. Et puis je pense que ça vous a fait plaisir à tous les trois de vous replonger là-dedans. Ouais. On va passer au Ok. quiz, hein, si vous le voulez bien. Puis je dis qu'on pourrait en raconter beaucoup. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ah, Ça, c'est clair. on pourrait même écrire un livre. Hein. Ah oui, bah, Ah ouais, des anecdotes, ouais. Hein. Ah, bah, il y a de quoi faire. Ouais. En haute, ta grosse sortie à Embrun-les-Heures. en moins les heures, ouais, ça C'était c'était tout quelque à chose. fait. Heureusement que tu as bien retrouvé le paquet de cigarettes, hein, Christian. Hein. Oui, Pourquoi t'avais Ouais. tes clopes avec toi, c'est ça? ah ouais, ouais, à chaque fois, à chaque montée, j'emmenais Ah mes oui, oui. cigarettes dans un coin de la F2 pour, Pour Et en offrir une à Henri. pour un peu, ouais, voilà, à l'arrivée. Là, on emmenait aussi le thermomètre à pneus pour mesurer les températures et tout, quand même. Ouais, ouais, Hein. ouais. On s'y On penchait quand mesurait. même un petit peu. Quand même. Hein. On mesurait la température du volant, tout ça. Hein. Ouais. Eh Attends, ben, tu nous ouais. as fait beaucoup rire. Moi, j'en ai eu mal aux mâchoires. Hein. On a passé oui, le bah moment. oui. Voilà. Je crois savoir de quoi tu parles. Je crois savoir de quoi tu parles. Bon, les amis, Ouais. si vous le voulez bien, on va passer à l'étape, à la deuxième Oui. étape de l'émission. C'est le quiz. Quiz 100% course de côte. Hein. Je vous ai fait que de la côte là pour ce coup-là. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer avec cette première question. Je vais vous demander de me trouver un tracé qui a servi justement pour une course de côte. Je vais vous donner 3 indices et vous allez devoir essayer justement de me retrouver ce tracé. Le premier indice que je vous donne, c'est que c'est une course qui a servi pour le championnat de France de la montagne, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est un ancien tracé du championnat. C'est un tracé qui a été, je dirais, relancé en 2015 pour une manche historique. Hein, donc, cette épreuve réexiste, on va dire, pas en 2020, bien évidemment, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Et c'est une épreuve qui se déroule dans le Haut-Rhin. Est-ce que vous l'avez? Orbach. Exactement, Bourbach, Ah. c'est ça. Bourbach, bonne réponse. Avec Léo. Papa, Bourbach-le-Haut, ouais, exactement. Bourbach, je l'ai fait avec la Commodore, avec le droit en bas en pavé, là. Ouais, c'est Avec ça. des pavés. Exactement, Ouais, exactement. C'était ça. C'était
C'était la bonne réponse. Deuxième C'était même question. au championnat d'Europe, je crois. Même. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible Ouais, qu'elle ouais. lui été au championnat d'Europe. Ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Ça m'étonnerait Ouais, pas. les Anglais, Tracé très rapide. Deuxième question. Donnez-moi, messieurs, l'année et la voiture avec laquelle ça a été fait. Hein, sinon, c'est pas drôle. L'année donc du premier titre de Marcel Tarès. Premier titre de champion de France de la montagne. 75, 16, non? Non, quand même pas. Claude, tu as une idée? Avec une Martini, je pense, mais. Avec une Martini, ouais, exactement. Ouais, Tu as une et partie de la réponse. je vais prendre le livre Les Rois de la Montagne, je l'ai devant moi, je vais te le dire. Ah, ben oui, c'est marqué dedans. Ouais. Non, mais il a dit pas le droit de tricher, Henri. Livre des Rois des Montagnes. Interdit de tricher, interdit d'utiliser les rois de la montagne. Bon, alors, vous avez une. Je le vois. Voilà. C'était en 1982. 1982, premier des 10 titres de champion de France. Henri, on t'a perdu là. Tu vois, tu n'es plus à l'écran là. Ah bon? Ah, Ouais, l'écran, il est parti. C'est Voilà. Reviens avec nous. Bon, c'était en 82. C'était avec la Martini MK28. Effectivement, Claude a apporté un bout de la réponse. Troisième question, les amis, je vais vous demander, alors vous n'y étiez pas tous, mais Claude, je pense que tu y étais, toi Henri, tu y étais. Que s'est-il passé lors de la course de côte des Beaujolais Villages en 1994 ? Il y a un truc très important qui a changé quand même la physionomie de la course de côte à partir de ce moment-là. La suppression de l'épingle. Non, pas la suppression de l'épingle. La chicane. Non plus. Alors, C'était pas du Beaujolais, c'était du Côte-du-Rhône. Non, c'est plutôt côté voiture, pour le coup. À côté voiture. Hein. Ouais. 1994. Une grande première en course de côte et en championnat de France. Première victoire d'une Formule 3000. Pas première victoire, mais pas loin. Pas la première victoire. Première participation. Première participation d'une F3000. Verguti. Alors, attends. Va pas trop vite. Donc, première participation d'une F3000 au championnat de France de la montagne. C'était lors de la course de côte des Beaujolais Villages en 94. Et maintenant, quatrième question. Vous allez me donner les 3 pilotes qui étaient engagés en Formule 3000 lors de cette épreuve. Alors, papa, tu en as trouvé un. Verguti, Régal. Ouais. Marc Le troisième. Régal. Ouais, Marc Régal. Ouais. Et le troisième. Et Claude Sapin. Non. Patrick Thibonnet. Non plus. Guilman. Exactement, Gérard Dillman. Ouais. Gérard Dillman. C'est bien, là, vous en avez un chacun. Pas mal. Et je vais vous poser la 5e question. Dernière question pour vous départager. Cette fameuse voiture là de Gérard Dillman, c'était une Reinhardt. Hein, c'était une Reinhardt 92D. Qui c'est qui l'a racheté, cette voiture? Stéphanie de Monaco. Non. Bernard Chambéraud. Exactement, Bernard Chambéraud. Ouais. Bravo Claude, tu as trouvé la bonne réponse. Il l'a dit, Claude, d'ailleurs, dans une de mes dernières émissions avec lui. C'est Bernard Chambéraud qui avait racheté cette voiture et qui est devenu 5 fois champion de France avec. Donc, l'auto marchait pas mal, je pense. Ouais. Bon, les amis, on arrive à la fin de cette émission. Alors, on a un petit peu débordé niveau timing pour le coup, mais bon, c'est pas grave, c'est les années 80. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. On est vieux en plus. C'est pour ça. Mais je ne vais pas dire que vous radotez, hein. Promis, je ne dirai pas ça, je ne me permettrai pas. Bon, je vais vous laisser le mot de la fin. Si vous avez des gens que vous voulez remercier, qui vous voulez, la parole est à vous, Claude. Je vais commencer par toi, vas-y. Moi, je veux remercier les gens qui me soutiennent actuellement. La société AMV qui continue de me soutenir depuis maintenant 22 ans. Et puis, mon fournisseur de boules de pétanque, Boule en Ciel, qui m'aide aussi, qui me fournit du matériel pour jouer à la pétanque. Donc, voilà. Bon, et pour suivre tes résultats à la pétanque, claudepin.fr, c'est ça? Absolument. Allez, voilà. Il faut le noter, comme ça on peut suivre la suite de ta carrière. Henri, ton petit mot de la fin, si tu veux remercier quelqu'un, vas-y, c'est à toi. Tous les gens qui m'ont aidé, là, je peux citer 400 personnes. Bien sûr, vas-y. Moi, j'ai été beaucoup sponsorisé par Agrigel, que je remercie beaucoup. Motul, les lubrifiants Motul. Mon mécanicien Bernard Dive, je veux dire, qui m'a beaucoup aidé. Et après, chez Norma, quand je suis allé chez Norma acheter les voitures, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé avec TFT. Voilà. Ok. Et que j'apprécie encore aujourd'hui. Le message est passé. Ils le retrouveront sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Papa, si tu veux terminer avec un petit mot de la fin.
Eh ben là, oui, ben moi c'est pareil. Je remercie surtout Taxi Colis, Licky Molly, des figures comme Patrice Merlin, Lutz, qui était un peu le scellement de la course de côte, un mec comme Claude Lalmode, tu vois, qui était vraiment qu'on sentait près de nous. Et puis voilà, quoi, c'est Bah, fait, écoute, c'est fait. c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Moi, je vous remercie, les amis. Merci d'avoir été à mes côtés. Ça me fait très plaisir d'avoir réussi à vous réunir dans cette émission. N'oubliez pas, les amis, hein, je vous le rappelle, l'ensemble des émissions d'Inside Hillclimb sont à retrouver sur la page Facebook, sur la page YouTube également. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le groupe des Mordus de la course de côte également. On salue l'ami Marco. Et bah, je vous invite bien évidemment à rester connectés puisqu'il va y avoir de toutes nouvelles émissions dans les prochains week-ends à venir. Merci à tous les trois. À très bientôt. Merci, Pierre. Au revoir. Bonne soirée. Allez, bisous. Salut, les Bye. gars. Bye bye les gars.